Je m'appelle Aïcha. Il y a 4 jours, j'ai poussé mes premiers cris. Ma maman et les nombreux enfants du camp m'ont accueilli à bras ouverts. Notre maison se limite à cette tente au milieu de tant d'autres. Sous le pont de Oued El Karma, en Algérie. Sadaka, Sadaka. Alger découvre un nouveau mode d'appel à la charité. Autre temps, autre mœurs. L'Algérie, dont la capitale est Alger, est un pays de plus de 40 millions d'habitants. Il est le plus grand pays d'Afrique. Sa superficie s'étale sur plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, dont 80% est constitué du désert appelé Sahara. L'Algérie tire la plus grande source de ses revenus du sous-sol de son Sahara. Le pays est classé 15e producteur mondial de pétrole et 10e en gaz. L'Algérie partage la majeure partie de ses frontières désertiques avec les pays subsahariens comme le Niger, le Mali, la Mauritanie et la Libye. L'étendue de ses frontières sur des milliers de kilomètres rend difficile à contenir les trafics en tout genre. Un paysage lunaire fait de mers de dunes et de roches qui rend toute vie ardue. Alger, ville du sud de la Méditerranée, est à la fois pétrie de modernité avec des investissements colossaux dans l'urbanisme dans ces années de boom économique. Mais aussi de traditions, comme l'attestent ses différents patrimoines à travers l'histoire. En cet été de 2017, particulièrement caniculaire où la température avoisine facilement les 40 degrés, peu de gens peuvent se hasarder dans les rues d'Alger. Quant aux plages, elles sont prises d'assaut toute la journée. Une chaleur qui n'empêche pas une bonne partie de la jeunesse algérienne d'avoir les yeux rivés sur l'autre côté de la Méditerranée. Une jeunesse qui s'accroche au fantasme d'une vie meilleure au-delà des flots, une traversée très coûteuse en vie humaine. Au même moment, loin des rivages algérois, d'autres jeunes porteurs du même rêve envahissent les rues d'Alger. Ce sont des migrants subsahariens, en situation irrégulière, apparus dans les parages depuis quelques années déjà. Ils sont arrivés par les frontières terrestres. L'une de leurs activités apparentes est la mendicité, à longueur de journée. Ils la pratiquent à des endroits stratégiques. Ce sont surtout des bambins munis de petits récipients qui quémandent quelques pièces aux passants. La presse nationale relate avec beaucoup de détails le phénomène de l'arrivée de vagues successives de migrants clandestins. Ils sont accusés de véhiculer des pathologies graves et de constituer des réseaux mafieux liés au terrorisme islamiste international. Ce qui poussa les plus hautes autorités de l'État, selon toujours cette même presse, à dénoncer une atteinte à la sécurité nationale et à la santé publique. Ces déclarations, inhabituellement frontales de la part des responsables politiques algériens, ont déclenché les plus vives indignations sur les réseaux sociaux de citoyens algériens. En effet, les Algériens refusent toute stigmatisation de cette population et mettent en avant la solidarité légendaire du peuple algérien. Cette hospitalité se vérifie dans le partage du quotidien de ces subsahariens, notamment dans les lieux de culte. Ils partagent même avec eux les offrandes, signe de l'acceptation de l'autre. Devant des positions aussi divergentes, nous allons donner la parole à ces subsahariens pour tenter d'apporter les réponses
à leur présence massive sur le territoire national. Représente-t-il un réel danger pour l'Algérie? L'Algérie est-elle une étape vers d'autres cieux? Quel avenir pour ces enfants qui quémandent dans ces rues? Nos réseaux sociaux ont partagé de nombreuses images provenant de campements de ces subsahariens. L'un d'eux attira particulièrement notre attention. Il est situé sous un pont d'autoroute dans la banlieue d'Alger, dénommé Oued El Kerma. Nous avons donc décidé de lui rendre visite. En empruntant l'autoroute pour rejoindre le camp, on était loin d'imaginer qu'une telle population pouvait s'entasser sous ce pont. Omar, le chef du camp, nous accueille en ce vendredi matin. À l'entrée, il est chargé de nous faire visiter le camp. Paul, notre assistant réalisateur chargé des interviews, lui-même un subsaharien, et toute l'équipe de tournage s'engouffre derrière Omar à l'intérieur du camp. Mais notre surprise est grande de constater que celui-ci est installé à la lisière d'une ligne de train électrifiée. Un danger permanent qui ne semble pas outre préoccuper ses occupants. Le camp ressemble étrangement à un bateau en dérive. Il flotte sur une mer polluée par des déchets de tout genre. Une vie dans une insalubrité totale. Ce camp est fait de tentes, pour ceux qui peuvent bien entendu en bénéficier, et d'abris de fortune, édifiés d'objets hétéroclites. N'oublions pas que c'est dans l'une de ces tentes qu'Aïcha est née. Aïcha ne pourra pas prétendre à la nationalité algérienne, car le droit du sol n'est pas inscrit dans nos textes. Nous gardons un œil sur la ligne de train, quand soudainement, Omar guide toute l'équipe vers les entrailles du camp, nous dévoilons ainsi l'ambiance qui y règne. Omar nous explique comment le camp a été constitué. Ici vers là, des téléphones, nous sommes venus ici avec le marabout. Il a celui-ci, l'autre. Nous sommes au nombre de 15 personnes le moment que nous sommes venus ici. Petit à petit en téléphone. Où vous êtes? Et nous sommes en Nadja. Où les terrasses, si vous avez vu le chemin des terrasses, vous le trouverez à la place de la voiture où il vit. C'était comme ça. On rentre 2, 4, 5, 10. La place était venue comme ça. Le problème contre nous, les Algériens, non, pas de problème. Mangeons bien, nous dormons ici bien, on nous amène à la nourriture bien. Les petits enfants avec leur maman sont rentrés dans la ville, ils trouvent assez à manger bien, pas de problème. L'Algérie c'est bien, c'est miléa. Entre nous et les Algériens et les Nigériens c'est bien. Il nous est impossible de déterminer le nombre d'âmes qui occupent les lieux. On a aussi constaté une certaine organisation. Les familles sont séparées des célibataires pour prévenir d'éventuels problèmes. Problèmes qui ne manqueront certainement pas d'exister, vu les espaces de vie trop exigus du camp. Il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Non pas cités, il y a beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas citer même un ou deux problèmes? Il y a beaucoup. Mais cite au moins 2 problèmes. Pas de citer. Ok. Notre caméra ne semble pas déranger les jeunes du camp de consommer de la drogue ouvertement, ce qui nous pousse à nous poser moult questions. D'où provient cette drogue? L'ont-ils ramenée avec eux? L'ont-ils achetée sur le marché local algérien? La vendent-ils aux Algériens? La présence de Omar, il faut le dire, semble dissuasive. Quant à la prostitution, sujet qui reste bien entendu tabou, il nie tout simplement son existence en expliquant que toutes les femmes présentes au camp sont accompagnées de leur mari.
Le lieu ressemble étrangement à un camp de vacances. Farniente, jeux, détente semblent être les loisirs des occupants. Mais la misère ambiante nous ramène vite à la réalité de leur dure vie quotidienne. Chacun a sa tâche, entre lessive et séchage de linge. Mieux, ce vieux qui raccommode de vieux habits semble pas déroger à la règle. S'agit-il réellement d'une corvée ou d'un travail rémunéré? Y a-t-il une économie souterraine interne au camp? Quant aux jeunes filles, elles s'occupent de la toilette des plus petits. Celle-ci fait prendre sa douche à ce petit dans des conditions d'hygiène déplorables. Mais ce manque d'hygiène ne semble pas affecter outre mesure la santé des enfants. Ceux-ci paraissent bien nourris et en bonne santé. Est-ce ces mêmes enfants qu'on retrouve mendiant dans les rues? Comme cette petite fille tétine à la bouche, qui ne demande qu'à vivre son enfance pleinement. Les femmes du camp sont libres d'aller et venir, comme bon leur semble, dans un total respect. Elles sont souvent accompagnées des enfants. Leur rôle réel reste tout de même flou et leur présence intrigante. Toutes refusent de nous éclairer sur la question. Omar est tout fier de nous montrer cet emplacement consacré à la prière. La propreté des lieux contraste avec l'insalubrité du reste du camp. Ce lieu est dédié au culte. Symbolise-t-il l'intégration dans une société presque exclusivement musulmane? Les Algériens sont-ils sensibles à cela? Au détour du camp, on retrouve des générateurs électriques. Le camp produit ainsi sa propre énergie qui sert à éclairer certains endroits du camp, comme ses étals de boutique, et aussi à recharger les batteries de téléphone. Comme on nous l'a bien expliqué, ici, rien n'est gratuit. On assiste au ravitaillement continu du camp, preuve qu'une économie déjà bien établie existe. Les enfants qui font du commerce ici, ils rentrent dans la ville, ils achètent. Ils viennent vers les Noirs, ils achètent vers lui. Si le moment que tu dois partir au village pour aller acheter, voilà tout près de toi. Mais ces produits sont exposés en plein soleil. Même les denrées hautement périssables, comme les produits laitiers, ne sont pas épargnés. Exposés à une température qui dépasse les 40 degrés, les occupants du camp sont-ils conscients des répercussions que cela induit sur leur santé? Sur d'autres étals, on trouve divers fruits proposés à la vente, une ambiance qui nous rappelle les célèbres marchés africains. Dans un autre endroit du camp, nous rencontrons Mohamed, le vendeur de tentes. في جيتون في 4 جيتون في 6 نفر في 2 نفر في 4 نفر صار الله. Côté cuisine, on s'affaire à la préparation du repas. Le combustible utilisé est fait de bois récupéré sur des palettes. Les jeunes hommes improvisés cuisiniers préparent des brochettes, d'autres s'occupent de griller des pieds de veau et d'autres encore cuisent une peau de bœuf. Les habitudes culinaires étrangères à nos mœurs, toute cette agitation autour des feux se fait dans des conditions d'hygiène déplorables.
Mais ce qui nous interpelle, c'est l'absence de femmes dans ces cuisines. On nous explique qu'ici, ce sont les hommes qui cuisinent et les femmes ne sont que des clients, car la nourriture, comme tout le reste, n'est pas gratuite. Des femmes qui ne cuisinent même pas pour leurs propres enfants, une ambiguïté de plus sur leur présence et leur rôle dans ce camp. La présence des subsahariens est signalée sur tout le territoire national. Nous avons donc décidé de visiter un autre camp en dehors de la capitale. Notre choix s'est porté sur Tizi Ouzou, une ville distante de 100 km à l'est d'Alger. Tizi Ouzou, une ville au pied de la montagne du Durdura, où le climat est plus chaud qu'à Alger. On nous indique que le camp n'est pas très loin du centre-ville. Un des occupants nous conseille de nous y rendre vers la fin de la journée. Arrivé au camp, on constate que celui-ci est clôturé, contrairement à celui d'Alger. Le camp bouillant d'activité comme ses femmes et ses enfants de corvée. On assiste aussi à un flux important de gens rentrant au camp après une dure journée de labeur qui ne semble pas déranger ce coiffeur de rue en plein travail. Le camp est plus petit que celui d'Alger. Il est constitué non pas de tentes mais de baraques faites de planches et de bâches noires en plastique. Malgré cette petite différence, les conditions de vie semblent être cependant les mêmes. Mohamed, notre guide, qui n'a pas le rang de chef, nous accompagne à l'intérieur de ce camp. Comme à Alger, on retrouve dès l'entrée les étals de marchandises proposés à la vente. Il est proposé aussi des plats cuisiniers sur place, exclusivement préparés par la gente masculine. Here is what? Beach. Okay, beans. Okay. Douara. Ah, here. Douara. Okay. Douara. Nibia Hamsalam. Nous constatons une présence massive dans le camp de femmes et d'enfants de tout âge, bien portants. Mais cela est certainement dû au fait de la visite en fin de journée. Contrairement à Alger, nous l'avons fait le matin. Ce qui nous pousse à dire que probablement ces femmes et ces enfants traînent dans les rues de la ville à longueur de journée. Les plus âgés du camp se réunissent pour répondre à nos questions. Et là, quelle fut notre surprise dès leur prise de parole. Regarde nos femmes, nos frères. Nous tous, nous sommes Nigériens. Vous venez de quel pays? Nous sommes venus de Niger. Ce sont les Nigériens et le Nigeria. Ce sont eux que nous... J'ai croisé un Éthiopien ici. Non, ici pas d'Éthiopiens ici. À cette place, il y a seulement le Niger et le Nigérien. Vous venez de quel pays? Dans le pays de Niger. Quel Pays? Niger. Vous êtes du Niger? Oui. Ok. Et vous venez de quel pays? Niger. Mon pays, c'est le Niger. Nous déduisons donc que presque 90% des subsahariens des camps sont des Nigériens. Mais pour appuyer ce constat, nous décidons de rendre visite à Fatih, une Camerounaise installée dans la banlieue d'Alger et qui est la fondatrice de la fondation Mirage et Enfants, qui est active depuis 2014 et dont le rôle principal a pour but la protection des jeunes enfants migrants. Alors que la population algérienne ne soit pas surprise, ce n'est pas toute l'Afrique subsaharienne qui les a envahis. C'est juste un groupe de villages d'un pays bien spécifié qui est le Niger. Le Niger, dont la capitale est Niamey, est un pays de l'intérieur de l'Afrique. Il partage 700 km de frontière avec l'Algérie. Il est composé de 8 régions et de plusieurs ethnies. La principale est la Hausa. Elle compte 8 millions d'âmes. Mais lors de nos investigations auprès de sources sûres et vérifiées sur le terrain, auprès des migrants eux-mêmes,
nous découvrons que ces subsahariens viennent tous d'une seule et même région, Zinder. Niger. Quelle ville? زندر هذا جاي في Zinder, région du sud du pays, de 300 000 km², frontalière du Nigeria, avec qui elle partage l'ethnie des Hausa, ce qui explique d'ailleurs la présence de quelques Nigérians dans le camp d'Alger. Les candidats à l'immigration commencent d'abord par rejoindre la ville d'Agadez, qui est devenue actuellement le carrefour international de l'immigration subsaharienne. Ceux qui se destinent à l'immigration vers l'Europe en provenance du Mali, du Sénégal ou du Tchad transitent par cette ville pour rejoindre ensuite la Libye. Les subsahariens qui choisissent la destination Algérie se dirigent, eux, vers le nord du pays. Ils sont pris en charge par des réseaux mafieux, de passeurs, sans foi ni loi, moyennant de fortes sommes d'argent. La presse a rapporté les mésaventures de ces subsahariens qui ont tenté la traversée, souvent au péril de leur vie. Ces faits sont confirmés par les témoignages de migrants rencontrés à Alger, qui sont en vérité des rescapés. Il y a la difficulté dans notre voyage. Une voiture qui contient 19 personnes, on va mettre au moins 22 personnes ou 30 même. Et les chauffeurs versent les gens en brousse. S'ils ont versé les gens en brousse, ils prennent leur voiture, ils retournent, ils vous restent en brousse. Des petits, des enfants, des femmes, des garçons, mourent à route, pas d'eau, pas de la nourriture. Une fois à Assamaka, ville frontalière de l'Algérie, un autre périple commence pour ces migrants. Asamak, from Engiza, Iraq, da Enmengal, Wanangari, Insala, après Almania, après Gaddaï. Nous sommes venus ici à Alger. Tu as mis combien de jours pour Zinder Ici, j'ai fait 13 jours Zinder jusqu'à Alger. 13 jours au minimum sont nécessaires pour effectuer ces quelques 3000 km de désert aride séparant Zinder d'Alger. Il faut le dire, un dur calvaire pour ces familles de migrants. Et alors, combien coûte une telle traversée? Et le transport coûte cher, par exemple du Niger jusqu'ici. Ouais. Le transport, ça coûte cher. Ah oui, c'est très cher. Et à peu près environ combien en CFA? En CFA. Oui. Au moins, moi, j'ai donné au moins 140 000 francs CFA. Oui, 3 millions, 2 millions 700 000. En dinars. Ouais. La traversée revient à environ 200 € par personne. Une somme qui peut paraître dérisoire pour le commun des Algériens, mais qui représente une fortune pour les Nigériens. La population du Niger vit en dessous du seuil de pauvreté. On comprend alors aisément que 200 € puissent représenter un Everest pour eux. Que dire alors de ces sommes astronomiques que doivent débourser ces familles, constituées de plusieurs membres? من أي بلد؟ نيجر. Selon les dires de certains, les familles s'entraident pour rassembler ces sommes. Mais nous sommes tentés d'appuyer la thèse d'un réseau mafieux qui organise et finance la traversée en contrepartie d'énormes dividendes. Il s'agit tout simplement de la traite humaine, ce qui fait de ces subsahariens des hommes endettés à vie. Mais alors, comment font-ils pour subvenir à leurs besoins en Algérie? Le manœuvrage, c'est facile. Personnellement, vraiment, moi, si je dis donnez-moi la charité, il me dit mais pourquoi tu n'as qu'à aller travailler? Si je pars travailler, le propriétaire va me demander le passeport. Où est le passeport? Où est le visa? Je n'ai aucun sujet, ma carte d'identité, c'est le mot. S'ils ont nous pris vers le travail, ils nous demandent où est ton passeport.
pas de passeport. C'est pourquoi, si tu n'as pas de passeport, vas-y. Il y a des problèmes. On va me demander en Alger, c'est le noir là que vous faisiez le travail avec lui. Où est son passeport? Il y a des problèmes. Il nous dit si tu n'as pas de passeport, il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi que nous, les Noirs, comme les Nigériens, nous, les Nigériens, n'avons pas de passeport. Le recours à la mendicité des hommes valides, en bonne santé, par l'absence de documents de voyage. Documents qui, il est vrai, est difficile à obtenir dans leur pays. Il nous est difficile d'adhérer à cette thèse, d'autant plus que de nombreux chantiers du pays emploient ces subsahariens. Il suffit de faire un tour dans l'un d'eux pour constater que cette main-d'œuvre est intégrée dans les chantiers algériens. Cette main-d'œuvre est recherchée et bien rémunérée, comme nous le confirment les habitants du camp. Voilà. Où tu travailles maintenant? Maintenant, je travaille à Blida. À Blida, dans un chantier? Oui, c'est la mosquée qu'on prépare. Ah, ok, vous êtes en train de construire une mosquée? Oh, voilà. Voilà mon ami. Donc toi et ton ami, vous travaillez dans le même chantier? Oui, nous travaillons à Blida. Ça se passe bien, on te paye bien? Oui, ça marche bien. Donc par jour, on nous paye 1500. Je n'ai pas eu le travail. J'ai fait la sadaka et après je voulais vendre de nourriture à nos amis qui sont ici. Mais as-tu cherché le travail? Oui, j'ai passé j'étais au chantier plus de 9 mois au moins. Si tu es fort, tu arrives à trouver du travail, toujours on fait du travail, on te donne 1500 par journée. Mais finalement, Omar finira par avouer les vraies raisons du recours à la mendicité. Si la charité on donne, ça dépasse le travail. Toi, moi seul, comme moi, si on doit trouver la charité, aujourd'hui je suis parti, je dois trouver comme 3000, 2500. Les femmes avec les petits enfants, il y a celui qui doit venir avec 5000, 6000. La mendicité est un choix délibéré, car rapportant beaucoup plus que le travail et avec de moindres efforts. En effet, selon Omar, certaines femmes accompagnées de leurs enfants amassent, tenez-vous bien, jusqu'à 1300 € par mois, ce qui équivaut à environ 10 fois le SMIC algérien, une somme qui représente une fortune. Il est vrai que les Algériens sont très sensibles à la détresse de ces subsahariens. La vue de ces femmes et de ces enfants dans les rues les pousse facilement à délier leur bourse. Mais on est triste de constater que finalement la vraie problématique de ces migrants, c'est l'exploitation des enfants. Nous allons à la rencontre d'un ressortissant camerounais, très respecté par la communauté subsaharienne installée en Algérie, et qui déplore le sort réservé à ses enfants. La mendicité. Déjà, voir un enfant de 3 ans en pleine route, en train de mendier, il est exposé aux accidents, une voiture peut le frapper. Et si l'Algérie est un pays comme par exemple chez nous en Afrique noire, au Nigeria et autres, ces enfants, on les aurait kidnappés, aller les vendre. Moi, je tire chapeau à la nationalité algérienne qui n'est pas dans ce genre de choses. Moi, je dis honnêtement, en Afrique noire, ces enfants, on les aurait volés. Ces enfants de tout âge, poussés à la mendicité dont le seul but est de rembourser les dettes des plus grands, un très lourd fardeau pour de si frêles épaules. Et ce, en violation de toutes les lois internationales de protection de l'enfance. La place de ces enfants est sur les bancs d'école et non pas à courir les rues d'Alger ou d'autre part dans des conditions très difficiles à quémander quelques pièces. La mendicité devient de fait un métier à part entière pour ces enfants et qui, d'après Fatih, s'érige en règle même dans leur pays d'origine. Pour eux, c'est un métier. Même chez eux, je précise bien, même chez eux, ces gens-là, ils ne travaillent pas. Un métier qui n'est pas seulement réservé aux invalides.
nous voulons connaître le sort réservé à ces enfants, il faut rappeler qu'Alger est une ville du sud de la Méditerranée et qu'elle représente une porte ouverte pour la traversée vers l'Europe. Une route empruntée d'ailleurs par les Algériens eux-mêmes. Sommes-nous appelés à retrouver ces enfants à quémander dans les rues européennes? La réponse est sans équivoque. Vous ne voulez pas partir en Europe? L'Europe, moi je n'aime pas. Non. Puisque moi, non, Ici, en Algérie. Ceux qui sont dans ce camp veulent gagner de l'argent pour leur famille. retourner. Pas pour aller en Europe. Non, c'est pas pour aller en Europe. Pourquoi faire? Je vais retourner ici, je vais retourner de l'Algérie ou je vais retourner au Niger. Ok, donc ton but, c'est pas d'aller en Europe, c'est travailler et ensuite rentrer. C'est de travailler ici, ensuite rentrer au Niger. Oui. Ok. Combien de temps tu veux rester en Algérie? Au moins 1 an. Une année. Oui, 1 an. Non, moi je vais partir avant rentrer, comme je suis un élève en Nigeria. Oui, je vais rester ici. Donc je n'ai même pas assez de l'argent. J'ai dépensé de l'argent, mais je n'aurai pas ici. Donc c'est ça mon problème. Si j'ai de l'argent, je vais partir au Niger pour cultiver. Nous sommes des cultivateurs. Nous élevons aussi même. Si on a trouvé le travail ici en Algérie, si nous avons trouvé du travail en Algérie, je faisais du travail. Si j'ai trouvé des dîners que je dois envoyer à la maison, je dois retourner vers mes familles, vers mes parents. I want to say to Algeria people, government, just leave people for a few days or few months, because some are ready to go back. They are looking for money, transport, that they will go back. That is it. Yes, but... Pas de rêve de Méditerranée pour ces subsahariens. L'Algérie étant pour eux la destination finale. Un constat qui étonne les Algériens, qui n'auraient jamais pensé que leur pays puisse faire rêver d'autres peuples. Rappelons que l'Algérie a signé avec le Niger, et ce depuis 2013, des accords de rapatriement des migrants clandestins. Elle a reconduit plus de 20 000 Nigériens à ses frontières depuis cette date. Nous comprenons maintenant l'inquiétude des autorités sur la présence de ces migrants sur le sol algérien. Mais malheureusement, la seule politique de rapatriement de ces derniers semble inefficace, puisque non dissuasive et très coûteuse pour le trésor public. Depuis 3 ans, l'Algérie essaye de refouler. Ça refoule, ça vient. Et quand ça refoule, quand ça revient, ça double le nombre. Ça refoule, ça vient, ça double le nombre. Ça refoule, ça vient, ça double le nombre. Alors, c'est parti d'un village à 2, 3, 4. Ben, moi, j'aimerais vous dire ce qu'on refoule. Quand dans un village, ils dorment sur des hameaux. Quand ils reviennent avec des grandes télévisions et extra plats, des congélateurs, des trucs, des portables, comment voulez-vous que le reste des gens ne puissent pas les suivre? Quand ils rentrent chez eux, ils font le bilan, ils voient qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ça veut dire que celui qui peut aller dans un chantier, tourner du béton, pour gagner à la sueur de son front, il trouve que tourner du béton, c'est beaucoup de travail. En mendiant, il gagne plus. Ça veut dire que le lendemain, il revient. Quand il revient, après par exemple 6 mois, il a un pactole, il va dans son pays, il va construire une maison. Son voisin, il va voir comment est-ce que l'enfant est rentré, un enfant peut-être de 14 ans est rentré. Il a donné l'argent à son père pour construire une maison. Lui aussi va dire à ses enfants, sortez, allez-y. Des enfants qui vont subir une autre traversée pour retourner dans leur pays d'origine, et ce, sans aucune garantie de ne pas les revoir un jour sur le sol algérien. Quant à la générosité du peuple algérien, elle y gagnerait à se manifester sous d'autres formes, par exemple en investissant dans des actions au profit des enfants dans leur propre pays. Nous avons contacté à ce sujet une association suisse qui se nomme Au cœur du Niger. Elle active directement dans la ville de Zender. Isabelle Macheret, sa présidente, nous explique le projet qu'elle y mène. Ces filles m'ont touchée très rapidement
peut-être par rapport à moi, à petite fille qui avait tellement envie d'être heureuse, de redonner plus loin. Et je voyais ces filles qui étaient là, puis qui ne pouvaient pas faire. Et j'avais envie qu'elles puissent sourire aussi. Et c'est aller chercher cette étincelle de vie au fond d'elles, et puis qu'elles se sentent respectées, qu'elles se sentent redevenir quelqu'un, qu'elles aient de l'estime d'elles de nouveau, qu'elles sachent que qui elles sont et ce qu'elles font, c'est bien. Parle fort. 60. 61, 63. La maman de Aïcha et Hamida s'engage par sa signature à autoriser et encourager sa fille à suivre une formation scolaire et de couture auprès de l'association Au Cœur du Niger pour une durée de formation jusqu'à ses 18 ans, 5 jours par semaine. La clause des 18 ans n'a pas été facile au début parce que les mamans disaient on la met une année ou deux à l'école et puis après on la reprend. J'ai eu des cas, bien sûr, chaque année ça arrive que les filles soient enlevées de l'école. On leur parle beaucoup pour qu'elles ne reproduisent pas la même chose. On leur dit, voilà, vous voyez votre situation, vous avez eu des enfants jeunes, maintenant vous êtes encore jeunes, et puis il n'y a pas le travail. Donnez-leur la chance de ne pas reproduire. Et en effet, avec les filles qui restent tout le temps et qui ont 16, 15, 16 ans maintenant, qui ne sont pas mariées, qui sont à l'école, le soir, elles rentrent à la maison le week-end et elles commencent à montrer à leur maman ce qu'elle a appris, à lui parler en français, à lui montrer 2-3 calculs, et ça montre un début de connaissance. On estime que la durée du séjour des Nigériens sur le sol algérien varie entre 4 et 8 mois au maximum. Durant ce délai, l'objectif principal de ces migrants est donc de ramasser un maximum d'argent, une tâche qui incombe le plus souvent aux enfants, ce qui explique leur présence massive sur les carrefours de tout le pays. Ces enfants bravent donc tous les dangers dans des conditions climatiques insupportables, exécrables, d'où la question, où sont leurs parents? La réponse d'Omar nous glace le sang. De la maison, on donne des enfants sans parents. Les parents à la maison, on rentre avec les petits-enfants ici. Leurs parents à la maison. Au Niger. Au Niger. On rentre avec les petits-enfants ici. Oui, tu veux savoir comment ça se passe alors? Expliquez-moi. Je dois t'expliquer. De la maison, leurs parents, ils entendent la parole de l'Algérie, on donne beaucoup de la charité aux petits-enfants. Toi, tu dois partir en Algérie? Je dois partir. Il faut partir avec mon enfant. Si vous avez trouvé des dîners avec lui, tu me renvoies à la maison. Toi aussi, toi, tu prends. Moi, tu me renvoies, moi. C'est pourquoi les gens de la maison qui donnent leurs enfants pour venir en Algérie. Et en retour, quand ces enfants rentrent, qu'est-ce qu'on donne aux parents? Le parent qui a envoyé son enfant, qu'est-ce qu'on lui donne après? On leur renvoie des dîners. C'est l'enfant qu'il avait trouvé ici. Il avait la charité, il avait trouvé. On donne l'argent à leurs parents. Une partie de ces enfants qu'on rencontre serait en fait louée à partir du Niger pour mendier dans les rues d'Algérie. La traite de ces enfants est confirmée une fois de plus. Au fait, en réalité, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'esclavage des enfants au Bénin. Alors aujourd'hui, avec l'ONU, ils ont tellement bagarré pour que cet esclavage donc cet esclavage maintenant s'est retourné vers le Niger. Alors ces enfants, par exemple au Niger, un parent qui a 2 enfants, alors il n'arrive pas à survivre aux besoins de ses enfants. Donc ces enfants sont vendus à 10 000 francs CFA, même pas l'équivalent de 1000 dinars. Alors ces enfants, ils sont là pour bosser. Donc pour eux, c'est un travail. Des enfants vendus, loués ou accompagnés de leurs parents sont de toute façon condamnés à se battre pour obtenir de l'argent. Un travail planifié à partir du Niger. Bon, en fait, ce réseau est organisé depuis le Niger. Donc, excusez-moi du terme, je peux appeler ces gens qui utilisent ces enfants un peu comme des prostituées.
Et c'est vraiment lamentable et regrettable parce que, comme je venais de dire tout à l'heure, la place d'un enfant, c'est à l'école. La place d'un enfant, c'est d'avoir un toit. La place d'un enfant, c'est de grandir dans de bonnes conditions. Alors, ces enfants qui viennent, qui sillonnent des rues à partir de 5 h du matin jusqu'à 23 h, c'est vraiment un fléau qui est vraiment lamentable. Alors, quand vous donnez de l'argent à un enfant, il le prend. Et quand vous donnez de la nourriture à un enfant, il vous dira non. Pourquoi? Parce que ils sont toujours accompagnés par quelqu'un plus grand que eux. Par exemple, vous allez voir un enfant de 2-3 ans, avoir 5 ans. Il est accompagné par un grand qui a peut-être 11 ans. Et un peu plus loin, il y a un monsieur ou une vieille d'une quarantaine d'années. Donc ce sont des gens qui sont vraiment organisés. Un travail planifié à partir du Niger. Quand les enfants oublient un instant de n'être que des enfants, est-ce leur faute? Des adultes aux aguets n'hésitent pas à les rappeler à l'ordre. D'autres, c'est plus grave, n'hésitent pas à les violenter. Des enfants qui ont subi une traversée de milliers de kilomètres, qui sont des rescapés du désert et qui se trouvent malmenés dans les rues d'Algérie. Des enfants, on peut le dire, qui n'ont plus aucun avenir. Afin de conforter certaines vérités, nous décidons de repartir au camp de Tizi Ouzou. En route, on constate une fumée qui se dégage de ce camp. Nous sommes pris d'inquiétude pour ses occupants. Mais au même moment, on annonce à la radio que la nuit d'avant, les migrants ont été déplacés vers un lieu plus adapté. On apprend aussi que l'évacuation du camp s'est faite sous la pression des riverains qui, quelques jours auparavant, nous avaient accordé une interview. Invivable pour nous, parce qu'ils n'ont pas de sanitaire, ils n'ont pas un suivi médical, ils n'ont absolument rien du tout. Ils font leurs besoins biologiques. Comme ça, en pleine nature, c'est des maladies, c'est des tout. Nous, on ne peut pas accepter ça. On lui a demandé de les affecter dans un centre adéquat, un centre où il y a du sanitaire. On n'est pas contre, nous sommes des humains quand même. Demain, ça peut nous arriver. Mais il faut quand même des moyens pour ces gens-là. Ils n'ont qu'à les prendre dans un bon centre, bien grillagé et tout, où ils vont être à l'aise. Il y aura de l'eau, il y aura des sanitaires, et ça existe. Ça existe, il y a des centres. Nous, on a proposé un centre qui est fermé depuis 20 ans. Ils n'ont qu'à les prendre là-bas. Nous sommes donc autorisés, et cela à titre exceptionnel, à visiter le centre de transit érigé par les autorités de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit en fait d'une ancienne usine désaffectée, un air de palace par rapport à l'ancien camp. En le visitant, on constate la même organisation, des étals de marchandises et un côté cuisine à l'entrée du camp. Pour le reste, toutes les commodités d'une vie saine et moderne sont présentes. De l'eau courante à volonté, des cumulus pour chauffer l'eau, mais surtout des toilettes et des douches très bien entretenues. Quant au dortoir, il est composé de 2 étages. Le haut est occupé par les célibataires et le bas par les familles. Et la question qui nous intrigue, c'est que le camp de transit est pratiquement vide. Où sont passés les occupants du camp?
sachant que la direction de la solidarité en charge de ces migrants a déplacé presque 500 personnes dans ce lieu. Mohamed, le responsable qu'on a déjà rencontré, nous invite à revenir en début de soirée. C'est chose faite et c'est avec une certaine joie qu'on retrouve des visages déjà vus, comme Khadija, la seule femme qui a bien voulu répondre à nos questions. Un centre de transit qui se transforme en semblant de fête foraine, même si la comparaison est assez lointaine. On retrouve sur les visages de dizaines d'enfants cette joie de vivre et l'innocence qui les caractérise. Des enfants qui jouent à des jeux d'enfants, après toute une journée où ils ont été exploités. Devant cette joie de vivre et leur amusement à la présence de notre caméra, nous nous sentons incapables de poser la moindre question. Le camp regorge de bébés de quelques semaines, nés comme Aïcha dans un camp en Algérie. Mohamed accepte juste de nous rappeler les conditions de vie dans ce centre de transit. Un centre qui retrouve la même organisation des camps, dont un lieu de prière. L'électricité. Il y en a de douche, il y en a de l'eau, il y en a de la place. C'est bon. Les femmes du camp sont très fières d'exhiber leur progéniture, une affection qu'on sent sincère dans les conditions de vie qu'on leur connaît. Nous repartons sans aucun doute sur les mêmes conclusions auxquelles nous sommes arrivés sur l'exploitation des enfants. Nous laissons ces migrants euphoriques qui seront rapatriés quelques semaines plus tard vers leur pays, laissant le camp vide. Mais la responsabilité incombe-t-elle seulement aux gouvernants algériens? La voix des instances internationales chargées de la protection de l'enfance semble à ce sujet inaudible. Alger, fin de l'été. Le temps y est plus clément. Alger retrouve sa quiétude habituelle après ces vagues de rapatriement. Mais à y voir de plus près, des subsahariens font leur réapparition. À quand le dénouement?